Il y a en ce moment même, dans votre poche, un élément qui a participé à l'impression des textes qui ont déclenché des révolutions, qui a soigné des malades que personne d'autre ne pouvait aider, et qui pourrait bien devenir la base des ordinateurs les plus puissants que l'humanité ait jamais construits. Personne ne connaît son nom, presque personne, et ce n'est pas un hasard. Cet élément a passé des siècles à se faire passer pour autre chose, à se glisser dans des alliages sans qu'on le remarque, à guérir sans qu'on comprenne pourquoi, à fasciner les physiciens sans qu'ils sachent vraiment ce qu'ils tenaient entre les mains. Et le plus fort dans tout ça, c'est que la science, pendant des centaines d'années, a regardé droit dans sa direction, en croyant voir quelque chose d'entièrement différent. Mais la méprise la plus spectaculaire n'est pas celle des alchimistes du Moyen-Âge. Non. La plus grande erreur, la plus solennelle, la plus officiellement inscrite dans les manuels scolaires du monde entier, c'est une erreur que la physique moderne elle-même a commise. Et on ne l'a corrigée que très récemment. On croyait que cet élément était éternel, stable, indestructible. Le dernier rempart avant la zone des éléments qui se désintègrent. Et puis, un groupe de chercheurs, dans un laboratoire refroidi à une température que vous ne rencontrerez jamais dans la nature, a posé une question que personne n'avait jugé utile de poser sérieusement. Et la réponse a changé quelque chose de fondamental dans la façon dont on comprend la matière. Pas de manière dramatique, pas avec des explosions ou des titres de journaux. Silencieusement. Comme cet élément a toujours tout fait. Je vais vous raconter son histoire depuis le début. Et le début, je vous préviens, n'est pas sur Terre. Il n'est même pas dans notre galaxie. Il est dans une collision tellement violente que les ondes qu'elle a générées ont traversé 130 millions d'années-lumière avant d'arriver jusqu'à nos détecteurs. Mais avant d'en arriver là, il faut d'abord comprendre une chose que l'on enseigne rarement de cette façon dans les cours de sciences. Il faut comprendre pourquoi les étoiles, aussi gigantesques soient-elles, aussi brûlantes, aussi puissantes, ne peuvent pas tout fabriquer. Il y a une limite, une frontière précise, au-delà de laquelle même une étoile de la taille de 1000 soleils doit s'arrêter. Et c'est exactement à cette frontière que notre histoire commence vraiment. Si vous aimez ce genre de récit qui creuse là où la science devient presque incroyable, abonnez-vous et laissez un like. Ça prend 2 secondes et ça change vraiment la portée de ce travail. Il y a quelques décennies, un chercheur qui analysait la lumière d'une étoile vieillissante à l'aide d'un spectroscope a remarqué quelque chose qui n'aurait pas dû se trouver là. Pas une anomalie de l'instrument, pas une erreur de calcul. Un signal chimique réel, net, impossible à ignorer. La signature d'un élément qui se désintègre naturellement en quelques millions d'années. Sur une étoile très ancienne. Ce qui signifiait une seule chose. Cet élément venait d'être fabriqué. Là, en direct, dans le cœur d'une étoile vivante. Ce n'était pas une théorie, c'était une observation directe. Et cette observation a confirmé quelque chose que les physiciens soupçonnaient sans pouvoir le prouver. Les étoiles sont des usines chimiques. Elles prennent des noyaux légers, les compriment, les fusionnent, et en font des noyaux plus lourds. De l'hydrogène devient de l'hélium. De l'hélium devient du carbone. Du carbone devient de l'oxygène, et ainsi de suite. Chaque fusion libère de l'énergie. C'est cette énergie qui fait briller une étoile. C'est ce processus qui la maintient en vie pendant des milliards d'années. Mais il y a une chose que personne ne dit assez clairement dans les cours de physique. Ce processus a une fin, une limite absolue, un point au-delà duquel la logique de la fusion s'inverse complètement. Et ce point porte le nom d'un métal que tout le monde connaît, le fer. Pas parce que le fer est magique, pas parce qu'il a des propriétés mystérieuses, mais parce que c'est précisément à ce stade que la physique nucléaire change de signe. Avant le fer, chaque fusion produit de l'énergie. L'étoile gagne. Elle brûle, elle rayonne, elle vit. À partir du fer, c'est l'inverse. Fusionner des noyaux plus lourds que le fer ne produit plus d'énergie. Ça en consomme. Ce n'est plus une source, c'est un gouffre. Imaginez une machine qui a fonctionné sans interruption pendant des milliards d'années, qui a toujours reçu plus qu'elle ne dépensait, et qui un jour bascule brutalement dans l'autre sens. Le moteur ne ralentit pas progressivement, il s'effondre. En une fraction de seconde, le cœur de l'étoile se comprime avec une violence que rien dans notre expérience quotidienne ne peut illustrer correctement.
La densité atteint des valeurs qui n'ont aucun équivalent sur Terre. Et dans cet effondrement, quelque chose d'absolument extraordinaire se produit. Les protons du cœur stellaire absorbent des électrons et deviennent des neutrons. Ce processus génère un flux de neutrons d'une intensité que l'on ne rencontre nulle part ailleurs dans l'univers. Et ce flux frappe les noyaux environnants avec une rapidité telle qu'ils n'ont pas le temps de se désintégrer entre deux captures. En quelques secondes, des atomes lourds se construisent les uns après les autres, comme des tours empilées à toute vitesse avant que personne ne puisse les faire tomber. L'or, le platine, et l'élément dont on parle aujourd'hui, tous forgés dans l'agonie d'une étoile mourante, en quelques secondes d'une violence absolue. Sauf que quand les astrophysiciens ont commencé à calculer combien d'éléments lourds les supernovas pouvaient produire sur l'ensemble de l'univers, les chiffres ne s'accordaient pas. Il y avait trop d'or dans le cosmos, trop de platine, trop de certains métaux par rapport à ce que toutes les étoiles mortes réunies auraient pu fabriquer. Quelque chose manquait dans l'équation. Une deuxième source. Invisible, silencieuse, attendant d'être découverte. Et ce qu'on a trouvé en cherchant cette source dépasse tout ce qu'on aurait pu imaginer. Donc, on a établi que les étoiles fabriquent des éléments lourds au moment de leur mort. Bien. Mais voilà ce que j'ai omis de vous dire dans la partie précédente. Et c'est là que tout devient vraiment inconfortable. Quand les astrophysiciens ont pris toutes les supernovas connues, tous les modèles d'explosions stellaires, toutes les quantités d'éléments lourds que ces explosions peuvent produire sur la totalité de la durée de vie de l'univers, et qu'ils ont comparé ces chiffres à ce qu'on observe réellement dans le cosmos, il manquait quelque chose. Pas un petit écart, pas une légère imprécision de mesure. Il manquait une quantité colossale d'éléments lourds que les supernovas seuls ne pouvaient tout simplement pas expliquer. L'or présent dans l'univers est trop abondant, le platine aussi, et notre élément aussi. Les étoiles mourantes ne suffisent pas, il fallait une autre source. Et pendant des décennies, personne ne savait où chercher. Certains pensaient que les modèles étaient faux, d'autres pensaient qu'on sous-estimait le nombre de supernovas. D'autres encore proposaient des processus exotiques dans des conditions que personne n'avait jamais observées. Et puis, quelqu'un a eu une idée différente. Pas chercher dans les étoiles vivantes, ni dans les étoiles mourantes, mais dans les étoiles déjà mortes depuis des milliards d'années, qui continuaient de tourner l'une autour de l'autre dans le noir, de plus en plus près, de plus en plus vite, pendant des milliards d'années encore. Deux cadavres stellaires en spirale lente vers une collision inévitable. La question était simple. Que se passe-t-il au moment de l'impact? La réponse a pris des décennies à trouver. Et quand elle est arrivée, elle n'est pas venue par un télescope. Elle est venue par des instruments qui ne regardent pas la lumière. Ils écoutent la déformation de l'espace lui-même. Imaginez tendre un drap bien à plat. Si vous posez une bille dessus, le tissu se creuse légèrement. Si vous faites rouler deux billes l'une vers l'autre et qu'elles se percutent, le tissu vibre. L'espace-temps fonctionne de façon similaire. Des masses énormes en mouvement rapide créent des ondulations dans le tissu de l'espace. Des ondes gravitationnelles. Einstein les avait prédites au début du XXe siècle. Pendant très longtemps, personne n'avait les instruments capables de les détecter. Parce que ces ondes sont d'une subtilité extrême. Quand elles arrivent jusqu'à nous, après avoir traversé des millions d'années-lumière, elles déforment l'espace d'une quantité infime, incomparablement plus petite que la taille d'un atome. Pour les mesurer, il a fallu construire des interféromètres de plusieurs kilomètres de long, refroidis, isolés de toute vibration, capables de détecter des variations de distance d'une précision absolument vertigineuse. Et un jour, ces instruments ont frémi. Un signal est arrivé, faible, bref, mais parfaitement réel. Deux étoiles à neutrons, les résidus compressés de deux soleils morts depuis des milliards d'années, venaient de terminer leur danse. Elles s'étaient rapprochées pendant tout ce temps, spirale après spirale, et elles venaient de se percuter à une vitesse représentant une fraction significative de la vitesse de la lumière. L'événement lui-même avait duré quelques secondes, mais les ondes qu'il avait générées avaient voyagé pendant 130 millions d'années avant d'atteindre nos détecteurs. 130 millions d'années. À ce moment-là, sur Terre, les dinosaures n'existaient pas encore. Et ce signal, né avant même que la vie complexe n'ait pris la forme qu'on lui connaît aujourd'hui, venait juste d'arriver.
Mais le signal gravitationnel n'était que la première partie de la révélation. Parce que dès que les astronomes ont su où regarder dans le ciel, les télescopes du monde entier se sont tournés vers cette région. Et ils ont vu une lueur. Pas une explosion brève comme une supernova ordinaire. Une lueur qui persistait, qui évoluait, qui changeait de couleur au fil des jours. Les spectroscopes ont analysé cette lumière. Et là, dans les données, quelque chose d'incroyable est apparu. Des signatures chimiques d'éléments lourds en train de se former en temps réel, en quantité qui dépasse tout ce qu'une supernova peut produire. En quelques secondes de collision, ces deux étoiles mortes avaient fabriqué une masse d'or, de platine et d'autres éléments lourds supérieurs à la masse de notre planète entière. Pas en millions d'années, pas progressivement, en quelques secondes. La matière projetée par cet impact s'est dispersée dans toutes les directions à des vitesses extraordinaires. Un nuage de métal brûlant, chargé d'atomes fraîchement assemblés, se répandant dans l'espace interstellaire. Et c'est exactement ce type d'événement, se répétant à travers toute l'histoire de l'univers, qui explique pourquoi il y a autant d'éléments lourds dans le cosmos. Les supernovas fabriquent une partie de ce que nous sommes. Mais les collisions d'étoiles à neutrons fabriquent le reste. Notre élément, celui dont on parle depuis le début, est né dans exactement ce type de catastrophe. Pas dans une étoile vivante. Dans la mort violente de deux étoiles déjà mortes. Et cette matière, dispersée dans l'espace il y a des milliards d'années, a voyagé, s'est mélangée à des nuages de gaz, et a fini par entrer dans la composition de notre système solaire au moment de sa formation. Ce qui signifie que chaque atome de cet élément que vous pourriez tenir dans votre main aujourd'hui est plus vieux que la Terre elle-même. Il existait avant que notre Soleil ne s'allume, avant que les premières roches ne se solidifient, avant que l'eau n'apparaisse, et il attendait, là, dans la roche, que quelqu'un finisse par descendre assez profond pour le trouver, ce que personne n'a su faire correctement pendant des siècles et des siècles, parce que cet élément avait un talent particulier pour disparaître en pleine vue. Voici ce que personne ne vous dit jamais quand on parle de la formation de la Terre. La planète sur laquelle vous vivez n'a pas été construite à partir de matière fraîche. Elle a été assemblée à partir de débris, des restes, des fragments de nuages interstellaires chargés de matière issus de catastrophes cosmiques vieilles de milliards d'années. Et notre élément était dans ces débris, pas en grande quantité, pas en filons purs et brillants attendant d'être découverts. Non. Il était dispersé dans la roche primitive, mélangé à des dizaines d'autres métaux, dissous dans des compositions minérales complexes que même un géologue expérimenté aurait du mal à démêler à l'œil nu. Et pendant 4,5 milliards d'années, il est resté là, dans le silence total des profondeurs terrestres, sans lumière, sans chaleur, sans rien. Juste de la roche compressée, des températures élevées, une pression constante. Et lui, au milieu de tout ça, parfaitement stable, parfaitement patient, attendant que quelque chose change à la surface. Ce qui a changé, c'est l'apparition des humains. Et plus précisément, l'apparition d'humains assez obstinés pour creuser des galeries dans la montagne à la recherche de métal. Parce que notre élément a une particularité géologique qui va conditionner toute son histoire sur Terre. Il ne se trouve presque jamais seul. Il se concentre dans les mêmes zones que l'étain, le plomb, le cuivre et l'argent. Là où ces métaux existent en quantité, notre élément est présent, niché contre eux, dissimulé dans les mêmes filons, extrait avec eux sans qu'on le veuille vraiment. C'est un voyageur clandestin dans la roche. Un passager qui monte dans le même wagon que les autres sans jamais acheter son billet. Et pendant des siècles, les mineurs qui remontaient ce métal à la surface n'avaient aucune idée de ce qu'ils tenaient entre les mains. Ils voyaient un métal brillant, légèrement rosé sous certaines lumières, plus cassant que prévu pour sa densité. Ils le pesaient, le touchaient, le faisaient fondre. Et ils concluaient que c'était probablement une variante un peu étrange d'un métal déjà connu. Peut-être du plomb impur, peut-être de l'étain de mauvaise qualité, peut-être de l'argent raté. Personne ne pensait à poser la bonne question. Et la bonne question, c'était celle-ci. Et si ce n'était rien de tout ça? Et si c'était quelque chose d'entièrement nouveau? Cette question, personne ne l'a posée sérieusement pendant très longtemps. Et ce n'est pas une question de stupidité.
C'est une question de cadre mental. Quand vous n'avez pas le concept d'élément chimique au sens moderne du terme, quand votre vision du monde dit que toute matière se compose de quelques substances fondamentales qui se mélangent et se transforment, vous ne pouvez pas imaginer qu'il existe un matériau entièrement distinct que personne n'a encore répertorié. Vous cherchez à ranger ce que vous voyez dans les cases qui existent déjà. Et notre élément résistait à toutes les cases. Dans les galeries de minerais des régions montagneuses d'Europe centrale, là où les filons d'argent étaient parmi les plus riches du continent, les mineurs extrayaient régulièrement ce métal étrange. Ils le remontaient à la surface, le faisaient fondre pour voir ce que ça donnait, observaient son comportement inhabituel et le rangeaient dans la catégorie vague des métaux imparfaits ou des sous-produits sans valeur. Certains en faisaient des préparations médicales empiriques parce qu'ils avaient remarqué que ça semblait aider pour certains maux. D'autres l'ajoutaient à des alliages parce que ça améliorait le résultat sans qu'ils comprennent pourquoi. Mais son identité propre, son existence en tant que substance unique et irréductible, personne n'y pensait. Les alchimistes qui ont examiné ce métal au fil des siècles ont tous fait la même chose. Ils l'ont comparé à ce qu'ils connaissaient et ont conclu qu'il était intermédiaire. Pas tout à fait du plomb, pas tout à fait de l'étain, pas tout à fait de l'antimoine. Peut-être un mélange des trois, en proportion variable selon l'endroit d'où il venait. Cette explication avait une logique interne parfaite dans le cadre de pensée de l'époque. Et c'est exactement pour ça qu'elle a résisté aussi longtemps. Les erreurs les plus durables ne sont pas celles qui semblent absurdes, ce sont celles qui semblent raisonnables. Notre élément a bénéficié pendant des siècles d'une identité floue, d'une existence à la frontière entre plusieurs catégories connues. Et personne n'avait ni les outils, ni le cadre conceptuel pour trancher définitivement. Jusqu'à ce qu'un homme décide de mesurer avec une précision que ses contemporains jugeaient presque excessive. Et ce qu'il a trouvé en mesurant a rendu la confusion des siècles précédents à la fois compréhensible et définitivement close. Mais même après lui, une erreur monumentale sur la nature de cet élément allait rester inscrite dans les livres pendant encore très longtemps. Une erreur que la science allait mettre des siècles supplémentaires à corriger, et qui concerne quelque chose de bien plus fondamental que son nom ou sa classification. Cet homme avait une méthode que ses contemporains trouvaient presque maniaque. Là où les autres regardaient, touchaient, goûtaient parfois, lui mesurait, il pesait, il chronométrait. Il notait tout dans des cahiers dont les pages étaient couvertes de chiffres et de tableaux comparatifs que personne d'autre ne prenait la peine de dresser avec autant de rigueur. Son nom n'est pas celui qu'on retient en premier quand on parle de l'histoire de la chimie. Et c'est précisément pour cette raison qu'il faut en parler. Parce que c'est lui qui a mis fin à 3 siècles de confusion sur notre élément. Pas avec une théorie brillante, pas avec une intuition de génie, avec des mesures répétées, vérifiées, confrontées à celles d'autres substances connues. Il a pris notre élément, il l'a pesé avec une précision inhabituelle pour son époque. Il a mesuré à quelle température il fondait. Il l'a plongé dans des acides et observé comment il réagissait, à quelle vitesse, avec quelle intensité, en produisant quel type de résidus. Et quand il a comparé tous ces résultats à ceux du plomb, de l'étain, de l'antimoine, les 3 substances avec lesquelles on confondait notre élément depuis des générations, les différences étaient flagrantes. Pas subtiles, pas sujettes à interprétation, flagrantes. La densité ne correspondait pas, le comportement dans les acides ne correspondait pas, le point de fusion ne correspondait pas. Notre élément était distinct, irréductiblement distinct. Et ce chercheur l'a écrit clairement, avec des données à l'appui, dans un texte que ses contemporains ont lu et dont ils ont accepté les conclusions. C'était la première fois que quelqu'un établissait cette distinction de façon rigoureuse et irréfutable. Mais voilà ce qui est fascinant. Même après cette démonstration, notre élément n'avait pas encore de statut officiel dans la science. Parce que le concept même d'élément chimique, tel qu'on le comprend aujourd'hui, n'existait pas encore. Il fallait qu'un autre homme, quelques décennies plus tard, repense entièrement la façon dont on classe et définit la matière. Cet homme a publié un traité qui a tout changé. Il a proposé une définition simple et radicale.
Un élément chimique est une substance qu'on ne peut pas décomposer en quelque chose de plus simple avec les méthodes disponibles. Pas une théorie philosophique sur la nature profonde de la matière. Une définition pratique, opérationnelle, basée sur ce qu'on peut faire en laboratoire. Et dans la liste des éléments qu'il a dressés, notre élément figurait, avec son nom, avec ses propriétés mesurées, reconnu officiellement pour la première fois après des siècles d'existence anonyme. La pratique avait devancé la théorie de 200 ans. Les mineurs utilisaient ce métal depuis des générations. Les médecins le prescrivaient. Les artisans l'intégraient dans leurs alliages. Et ce n'est qu'à la toute fin de ce long chemin que la science a daigné lui donner un nom propre. Mais même là, une erreur fondamentale sur sa nature la plus profonde restait entière. Une erreur que personne ne soupçonnait, parce que personne ne pensait à poser la question. Et cette question, on ne la posera pas avant encore très longtemps. En attendant, la vie continuait. Et pendant que les chimistes se disputaient sur les classifications, notre élément avait déjà trouvé sa place dans quelque chose d'inattendu. Quelque chose qui touche à la vanité humaine, à la douleur, et à un désir très ancien de paraître différent de ce qu'on est réellement. Voilà ce que peu de gens savent. Pendant des siècles, les préparations cosmétiques utilisées par les personnes les plus influentes de leur époque pour blanchir leur teint contenaient du plomb. Pas des traces, des quantités significatives. Le plomb donnait une blancheur opaque, couvrante, presque parfaite selon les canons esthétiques de l'époque. Et il traversait la peau. Lentement, silencieusement, il s'accumulait dans les tissus, dans les os, dans le système nerveux. Les effets mettaient des années à devenir visibles. Des tremblements progressifs, une fatigue inexplicable, des douleurs diffuses. Une détérioration neurologique lente que personne ne reliait à la crème appliquée chaque matin devant un miroir. Parce que tout le monde utilisait la même chose. Parce que les effets étaient graduels. Parce que l'idée que quelque chose d'aussi courant, d'aussi largement répandu, puisse être la cause d'une telle destruction interne était tout simplement impensable. Et notre élément est arrivé dans ce contexte précis comme une alternative. Ces composés donnaient une blancheur similaire, une texture comparable, un résultat visuel presque identique. Mais ils ne traversaient pas la peau de la même façon. Ils ne s'accumulaient pas dans les os. Ils ne détruisaient pas le système nerveux à dose cosmétique. Pour l'époque, c'était une avancée réelle. Pas spectaculaire, pas immédiatement visible, mais réelle. La première fois dans l'histoire de la cosmétique européenne qu'une alternative moins destructive existait pour un usage aussi répandu. Mais ce qui rend cette histoire vraiment troublante, c'est ce qu'elle révèle sur la façon dont les gens évaluent les risques. Quand tout le monde autour de vous fait la même chose, quand les conséquences ne sont pas immédiates, quand il n'y a pas de lien visible entre la cause et l'effet, le danger devient invisible. Pas parce qu'on est stupide, parce qu'on est humain. Et notre élément, dans ce contexte, n'était pas encore perçu comme un remède ou une solution. Il était juste un substitut légèrement moins problématique à quelque chose de clairement terrible. Sa véritable utilité médicale, celle qui allait soigner des millions de personnes pendant des siècles, personne ne la soupçonnait encore. Parce qu'elle était cachée dans quelque chose que personne à cette époque ne savait même que ça existait. Pendant que les apothicaires vendaient leurs poudres blanchissantes et que les chimistes se disputaient sur les classifications, notre élément faisait quelque chose de bien plus discret et de bien plus profond. Il changeait la façon dont les idées circulaient dans le monde, littéralement. Pas comme métaphore, physiquement, matériellement, dans chaque atelier d'imprimerie qui fonctionnait à cette époque. Pour comprendre ça, il faut imaginer le problème concret que pose la fabrication d'un caractère typographique en métal. Vous avez un moule. Vous versez du métal fondu dedans. Le métal refroidit. Et là, presque tous les métaux font la même chose. Ils se contractent légèrement en se solidifiant. Les atomes qui étaient dispersés dans le liquide chaud se rapprochent en se figeant et prennent moins de place. Ce qui signifie que la lettre obtenue est infiniment plus petite que le moule. Le relief est imprécis, les bords sont flous. Et quand vous imprimez avec ça, les mots sur la page ont ce flottement caractéristique des reproductions imparfaites, cette légère indistinction qui fatigue l'œil et trahit l'approximation.
Pour un atelier qui veut produire des milliers de pages identiques, c'est un problème fondamental. Notre élément résout ce problème d'une façon que personne n'avait anticipée. Quand il passe de l'état liquide à l'état solide, il ne se contracte pas. Il fait exactement l'inverse. Il se dilate. Il prend plus de place solide que liquide. C'est un comportement que presque aucun autre métal n'a. Et dans un moule de caractères typographiques, cela signifie que la lettre obtenue épouse exactement les contours du moule jusqu'au dernier angle, jusqu'au dernier détail de la forme. Le relief est net, les bords sont francs, la lettre est précise. Et quand vous multipliez cette précision par des milliers de caractères, par des millions d'impressions, vous obtenez des pages lisibles, des textes clairs, des livres qui peuvent être reproduits à l'identique. Les ateliers d'imprimerie qui ont perfectionné leurs alliages au fil des décennies ont tous convergé vers des compositions contenant notre élément. Pas parce qu'ils comprenaient la physique de ce qui se passait, mais parce qu'ils voyaient le résultat. Les lettres étaient meilleures, les pages étaient plus nettes, les livres se vendaient mieux. Et dans ces livres imprimés avec cet alliage contenant notre élément, il y avait des textes qui ont changé la façon dont des millions de personnes pensaient le monde. Des traités scientifiques qui renversaient des siècles de certitudes. Des textes religieux dans les langues vernaculaires que tout le monde pouvait lire. Des pamphlets politiques qui circulaient d'une ville à l'autre. Notre élément n'a pas écrit ces textes, mais sans lui, il n'aurait pas été aussi net, aussi reproductible, aussi largement diffusé. Il y a quelque chose de vertigineux dans cette idée. Un métal extrait de galeries souterraines, incompris pendant des siècles, se retrouve au cœur de la plus grande révolution de la communication de son époque. Pas parce que quelqu'un l'avait planifié ainsi, parce que ses propriétés physiques répondaient exactement à un besoin pratique que personne n'avait encore su formuler clairement. Mais voilà ce qu'on ne vous dit jamais dans les cours d'histoire. Ce métal qui rendait les lettres parfaites avait d'autres propriétés physiques tout aussi étranges, tout aussi utiles et tout aussi incomprises à l'époque. Des propriétés qui allaient un jour provoquer une révision complète de ce qu'on croyait savoir sur la stabilité de la matière elle-même. Mais avant d'en arriver là, il faut s'arrêter sur ce que cet élément est vraiment, physiquement. Parce que quand on commence à dresser la liste de ses comportements, on réalise qu'il brise les règles dans presque chaque catégorie. Prenez un marteau, frappez un morceau de cuivre. Il s'aplatit, se déforme, absorbe le choc, avec cette malléabilité caractéristique des métaux qu'on enseigne à l'école. Frappez maintenant un morceau de notre élément. Il se brise, net, comme un morceau de céramique. Comme un caillou. Ce comportement est tellement contraire à ce qu'on attend d'un métal lourd et dense qu'il provoque une sorte de court-circuit mental la première fois qu'on le voit. On regarde le morceau cassé, on regarde le marteau, et on a du mal à accepter ce qui vient de se passer. Parce que tout dans notre intuition dit qu'un métal doit se déformer, pas se briser. Notre élément, lui, ignore complètement cette intuition. Sa structure cristalline interne est organisée d'une façon qui empêche les atomes de glisser les uns sur les autres quand une force s'applique. Pas de glissement, pas de déformation plastique, pas d'absorption du choc. Juste une rupture nette au-delà d'un certain seuil. Et ce n'est que le premier paradoxe. Son point de fusion est anormalement bas pour un métal de sa densité. Il fond à une température bien inférieure à ce que sa masse devrait laisser prévoir. Ajoutez une petite quantité d'étain, un peu d'un autre métal, et vous obtenez un alliage qui fond à une température encore plus basse, au point où une simple source de chaleur modérée suffit à le liquéfier. Imaginez un alliage qui fond dans de l'eau à peine plus chaude que celle d'un bain. Pas de la lave, pas une forge, de l'eau chaude. C'est physiquement possible avec des alliages contenant notre élément. Et cette propriété, qui semble être une curiosité de laboratoire, va sauver des dizaines de milliers de vies chaque année. Mais on n'en est pas encore là, parce qu'il y a encore une anomalie, et celle-là est la plus inattendue de toutes. Notre élément conduit très mal l'électricité. Pour un métal, c'est presque une insulte. Les métaux sont censés conduire, c'est leur nature. Et pourtant, notre élément résiste au courant avec une intensité qui le place en bas de l'échelle des conducteurs métalliques, ce qui semble être une faiblesse rédhibitoire. Sauf que cette faiblesse
va se révéler être exactement ce dont certains des esprits les plus brillants du 19e et du 20e siècle avaient besoin pour voir des phénomènes que personne n'avait encore jamais observés clairement. Et quand ils ont commencé à utiliser notre élément comme instrument de mesure, ce qu'ils ont découvert a ouvert une brèche dans la compréhension de la matière qui n'est pas encore refermée aujourd'hui. Chaque fois que vous entrez dans un hôpital, dans un centre commercial, dans une salle de spectacle, dans n'importe quel bâtiment public construit selon les normes modernes, vous passez sous des dispositifs qui contiennent notre élément. Vous ne les voyez pas vraiment. Ils sont là-haut, fixés au plafond, petits, discrets, peints parfois de la même couleur que le plafond pour se fondre dedans. Les sprinklers anti-incendie. Ces petites têtes métalliques reliées à des tuyaux remplis d'eau sous pression qui couvrent la totalité des surfaces des bâtiments modernes. Chacun d'eux est scellé par un alliage à bas point de fusion. Et dans cet alliage, il y a notre élément. Le principe est d'une simplicité presque brutale. Tant que la température reste normale, l'alliage est solide, le verrou tient, l'eau reste dans le tuyau. Mais quand un incendie commence à se développer et que la chaleur monte, l'alliage atteint son point de fusion précis, se liquéfie et libère le mécanisme. L'eau jaillit. Pas dans tout le bâtiment simultanément, comme on le voit souvent dans les films. Seulement dans la zone où la température a atteint le seuil critique. Ce qui signifie que le feu est attaqué exactement là où il se trouve, avec une précision que n'importe quel système commandé électroniquement aurait du mal à égaler. Et ce système fonctionne sans électricité, sans capteur, sans batterie, sans aucun composant électronique susceptible de tomber en panne au mauvais moment. Juste la physique du métal. Juste la température qui monte et un alliage qui fond exactement quand il le faut. Ce qui rend notre élément irremplaçable dans cette application, c'est une propriété dont on a déjà parlé. Il ne change pas avec le temps. Il ne s'oxyde pas dans des conditions normales. Il ne se fragilise pas, ne se dégrade pas, ne modifie pas sa composition après des décennies passées au plafond d'un couloir. Un sprinkler installé il y a 30 ans réagit exactement de la même façon qu'un sprinkler installé hier. Cette stabilité dans la durée, cette fidélité absolue à ses propres propriétés physiques, c'est ce qui en fait un matériau de confiance dans des systèmes où la défaillance n'est pas une option. On parle de vies humaines. On parle d'une erreur impossible à rattraper. Et notre élément, cet imposteur géologique que les mineurs ne savaient pas nommer, cet inconnu des manuels scolaires, monte la garde en silence au-dessus de nos têtes depuis des décennies. Il attend. Il ne fait rien tant que rien ne se passe. Et si quelque chose se passe, il fait exactement ce pourquoi il est là, sans hésitation, sans défaillance, avec une précision que les ingénieurs modernes continuent de juger remarquable. Ce métal qui se dilate en se solidifiant, qui se casse comme du verre quand on le frappe, qui conduit mal l'électricité. Ce métal si plein d'anomalies a trouvé dans sa plus grande anomalie thermique une application qui sauve des dizaines de milliers de vies chaque année. Mais pendant tout ce temps, pendant toutes ces décennies où il gardait silencieusement les plafonds de nos bâtiments, une erreur fondamentale à son sujet restait inscrite dans chaque manuel de chimie du monde. Une erreur que personne ne cherchait à corriger, parce que personne ne pensait qu'il y avait quoi que ce soit à corriger. La vérité allait arriver d'une direction que personne n'avait anticipée, dans un laboratoire refroidi à des températures que la nature terrestre ne produit jamais spontanément, au terme d'une expérience qui avait demandé des semaines, d'une patience que peu de gens auraient pu soutenir. Voici une chose que je veux que vous réalisiez pleinement avant de continuer. Pendant des générations, dans chaque école, dans chaque université, dans chaque manuel de physique nucléaire de chaque pays du monde, notre élément occupait une position très précise. Il était le dernier élément stable. Tous ceux qui viennent après lui, dans le tableau périodique, sont radioactifs. Ils se désintègrent, ils émettent des rayonnements, ils se transforment progressivement en autre chose, avec des demi-vies qui vont de quelques millisecondes à quelques milliards d'années. Et notre élément, lui, non. Notre élément était présenté comme la frontière absolue entre le monde stable et le monde instable, le mur final, la dernière certitude. Personne ne remettait ça en question parce qu'il n'y avait aucune raison de le faire. Les mesures disponibles confirmaient la stabilité.
Aucun instrument n'avait jamais détecté de désintégration, donc la conclusion logique était simple, il n'y en avait pas. Sauf que l'absence de détection n'est pas la preuve de l'absence du phénomène. C'est seulement la preuve que vos instruments ne sont pas assez sensibles pour le voir. Et c'est exactement ce qu'une équipe de chercheurs a décidé de tester. Pas parce qu'ils avaient une intuition particulière, pas parce qu'une théorie leur soufflait que quelque chose clochait, juste parce qu'ils avaient des détecteurs plus performants que tout ce qui avait existé avant, et qu'ils ont décidé de regarder vraiment, avec la rigueur absolue de gens qui savent que voir quelque chose et ne pas le voir sont deux résultats très différents. Ils ont refroidi leurs instruments à des températures proches du zéro absolu, presque moins 273 degrés. À cette température, les vibrations thermiques qui perturbent normalement les mesures fines sont réduites à presque rien. Le bruit de fond expérimental disparaît, et ce qui reste, ce sont les signaux réels, aussi faibles soient-ils. Ils ont placé plusieurs centaines de grammes de notre élément au centre de leur dispositif, et ils ont attendu, des jours, des semaines, en surveillant les données avec la concentration de gens qui cherchent quelque chose qu'ils ne sont même pas certains d'avoir le droit de trouver. Et puis le signal est arrivé, faible, rarissime, mais parfaitement net. Notre élément venait d'émettre une particule. Il venait de se désintégrer. Pour la première fois dans l'histoire de la physique, quelqu'un avait capturé cette désintégration en direct. Notre élément était radioactif. La frontière absolue n'existait pas. Le dernier rempart stable du tableau périodique venait de tomber. Silencieusement, dans un laboratoire que la plupart des gens n'ont jamais entendu mentionner, une certitude enseignée depuis des générations venait de se révéler inexacte. Mais voilà ce qui est vertigineux. La demi-vie mesurée de notre élément est tellement colossale qu'elle dépasse l'âge de l'univers d'un facteur qui n'a pas vraiment de nom usuel dans le langage courant. Nous parlons de 19 quintillions d'années. Pour vous donner un point de référence, l'univers a environ 13 milliards 800 millions d'années. La demi-vie de notre élément est environ 1 milliard 400 millions de fois plus longue que ça. Ce qui signifie que, depuis la formation de la Terre, la fraction d'atomes de notre élément qui s'est désintégrée est tellement infime qu'elle n'a aucune conséquence pratique, aucune conséquence médicale, aucune conséquence mesurable pour quiconque. Notre élément est toujours parfaitement sûr à manipuler. Il ne crée aucun rayonnement dangereux. Mais philosophiquement, tout a changé. La stabilité absolue n'existe pas dans la matière. Elle n'a jamais existé. C'était une limite de notre capacité à observer, pas une propriété réelle du monde. Et cette idée, une fois qu'on la laisse rentrer vraiment, soulève une question encore plus profonde. Si même notre élément finit par se désintégrer, alors qu'est-ce qui est vraiment permanent dans l'univers? Des millions de personnes ont été soignées pendant des siècles par un remède dont personne ne comprenait le mécanisme. Et le plus troublant dans cette histoire, ce n'est pas l'ignorance des médecins qui le prescrivaient, c'est que ce remède fonctionnait vraiment. Depuis les premiers apothicaires qui mélangeaient des composés de notre élément avec d'autres substances pour traiter les douleurs et les inflammations digestives, jusqu'aux médecins des siècles suivants qui continuaient à prescrire ces préparations par tradition empirique, le résultat était là. Les patients allaient mieux. Les symptômes s'atténuaient, les crises s'espaçaient, et personne ne savait pourquoi. On formulait des explications qui correspondaient à la vision du monde de chaque époque. Notre élément apaise les humeurs. Notre élément renforce les muqueuses. Notre élément équilibre les sécrétions. Des explications qui sonnaient justes dans leur contexte et qui étaient entièrement fausses dans leur mécanisme réel. Ce mécanisme réel, on ne l'a compris qu'au moment où deux chercheurs, un médecin et un pathologiste, travaillant dans un hôpital ordinaire, sans budget extraordinaire, ni équipement de pointe, ont décidé de prendre au sérieux une hypothèse que leurs collègues trouvaient à la limite du ridicule. L'hypothèse était simple. Et si la plupart des ulcères gastriques n'étaient pas causés par le stress, l'acidité ou les habitudes alimentaires? Et si c'était une bactérie? Une bactérie capable de survivre dans un environnement que toute la biologie de l'époque décrivait comme stérile par nature. L'estomac humain est tellement acide que rien ne devrait pouvoir y vivre.
C'est un fait enseigné dans tous les cours de biologie. Et pourtant, ces deux chercheurs trouvaient régulièrement, en examinant des tissus gastriques au microscope, des traces d'une bactérie en forme de spirale accrochée à la paroi de l'estomac. Ils en trouvaient chez des patients avec des ulcères. Ils en trouvaient moins chez des patients sans ulcères. La corrélation était là. Mais la communauté scientifique résistait. Parce que l'idée contredisait une certitude établie depuis des décennies. Et les certitudes établies ont une résistance extraordinaire, même face aux données contraires. Pour forcer la question, le médecin a fait quelque chose de radical. Il a préparé une culture de cette bactérie, l'a ingérée et a attendu. Quelques jours plus tard, les symptômes d'une inflammation gastrique aiguë sont apparus. Il se les a fait confirmer par biopsie. Et il a traité l'infection avec des antibiotiques. Guérison complète. Le lien entre la bactérie et la maladie n'était plus une hypothèse, c'était démontré. Et cette démonstration a tout changé dans la façon dont on traite les maladies digestives. Plus des 2/3 des ulcères gastriques sont causés par cette bactérie. Pas par le stress, pas par l'alimentation, par une infection bactérienne. Ce qui signifie qu'on peut les traiter définitivement en éliminant l'agent infectieux. Et notre élément, les composés qu'on prescrivait depuis des siècles sans en comprendre la raison, s'est révélé être l'un des outils les plus efficaces pour combattre cette bactérie. Les ions de notre élément perturbent les enzymes que la bactérie utilise pour s'accrocher à la paroi gastrique. Ils désorganisent sa membrane cellulaire. Ils bloquent les mécanismes qui lui permettent de survivre dans un environnement aussi hostile. Et ils font tout cela sans endommager les cellules humaines à dose thérapeutique. Parce que notre élément est mal absorbé par l'organisme, qu'il ne traverse pas facilement les barrières biologiques et qu'il est éliminé naturellement avant de s'accumuler en quantité problématique. Les apothicaires du XVIIe siècle traitaient une infection bactérienne sans avoir le moindre concept de ce qu'était une bactérie. Leur empirie avait 3 siècles d'avance sur la théorie. Et notre élément figure aujourd'hui dans les protocoles officiels de traitement recommandés par les organisations médicales internationales. 4 composants combinés, dont un à base de notre élément, pour une efficacité de plus de 90%. Mais il y a une autre page médicale de l'histoire de notre élément. Plus sombre, plus complexe, presque entièrement effacée de la mémoire collective. Et cette page concerne une époque où certaines maladies infectieuses graves ravageaient des populations entières, sans qu'aucun traitement vraiment efficace n'existe. Avant que les antibiotiques ne transforment radicalement la médecine, au milieu du XXe siècle, certaines infections bactériennes graves représentaient un défi thérapeutique majeur pour lequel les médecins disposaient de très peu d'options. Les premiers traitements qui ont montré une efficacité réelle contre ces infections étaient à base de métaux lourds. L'arsenic notamment, utilisé sous forme de composés complexes, synthétisés au début du XXe siècle. Ces médicaments fonctionnaient. Ils réduisaient la charge bactérienne, amélioraient l'état des patients, permettaient dans certains cas une guérison. Mais leur toxicité était un problème constant. L'arsenic est un poison. À dose thérapeutique, il était toléré. Mais la marge entre la dose efficace et la dose toxique était étroite, et les effets secondaires pouvaient être sévères. C'est dans ce contexte que des médecins ont publié des résultats montrant l'efficacité des injections de composés de notre élément contre certaines de ces infections bactériennes graves. Les résultats étaient encourageants. Notre élément était actif contre les bactéries en question, et il était mieux toléré que les alternatives disponibles à l'époque. Sa toxicité était moins immédiate, son profil d'effets secondaires moins brutal. Pendant plusieurs décennies, cette thérapie a été utilisée à grande échelle dans de nombreux pays. Des millions de patients traités, des milliers de médecins qui prescrivaient ces injections comme traitement de référence. Une infrastructure pharmaceutique entière organisée autour de la production et de la distribution de ces composés. Et puis les antibiotiques sont arrivés. Radicalement plus efficaces, radicalement plus sûrs, radicalement plus simples à administrer. En quelques années, les anciens traitements à base de métaux ont été abandonnés. Pas progressivement, très vite, parce que la différence d'efficacité était tellement évidente que personne ne pouvait défendre le maintien des anciennes méthodes. Ce changement était absolument justifié. Les antibiotiques ont sauvé des centaines de millions de vies. Mais quelque chose s'est perdu dans cette transition.
La mémoire de ce que notre élément avait accompli pendant ces décennies a pratiquement disparu. Les médecins qui ont soigné des millions de patients avec ces composés, les résultats cliniques accumulés sur plusieurs générations, la connaissance empirique de ce que notre élément faisait dans l'organisme, tout cela a été rangé dans une archive que personne ne consulte plus. Comme si une page entière avait été arrachée du livre de la médecine parce qu'elle n'était plus utile. Et il y a quelque chose de troublant dans ça. Pas parce que les anciennes méthodes valaient mieux que les nouvelles, elles ne valaient pas mieux. Mais parce que la façon dont on efface les chapitres dépassés de l'histoire médicale dit quelque chose sur notre rapport au savoir. On garde ce qui est utile aujourd'hui, on archive le reste. Et parfois, dans ce reste, il y a des informations sur les mécanismes d'action de certains composés qui pourraient être utiles pour comprendre comment les utiliser demain. Notre élément, lui, n'a pas attendu qu'on se souvienne de son passé médical pour se rendre utile ailleurs. Pendant que la médecine le rangeait dans ses archives, la physique, elle, venait de le redécouvrir et allait lui trouver des applications que personne, absolument personne, n'aurait pu anticiper. La physique a redécouvert notre élément de la façon la plus paradoxale qui soit. Pas parce qu'il était bon dans quelque chose, parce qu'il était mauvais. Et cette mauvaise performance dans un domaine précis allait se révéler être exactement l'outil dont des générations de physiciens avaient besoin sans le savoir. Rappelons un fait établi dans les parties précédentes. Notre élément conduit très mal l'électricité. Pour un métal, c'est une anomalie. Les métaux sont censés laisser passer le courant facilement. Leur structure interne, leurs électrons libres qui circulent entre les atomes, c'est précisément ce qui les rend conducteurs. Et notre élément a bien des électrons libres. Mais leur nombre est infime comparé à un bon conducteur comme le cuivre ou l'argent. Sur une échelle de conductivité électrique, il se retrouve dans les derniers rangs des métaux, loin derrière presque tous ses voisins du tableau périodique. Ce qui veut dire que quand un courant le traverse, il rencontre une résistance significative. Et quand quelque chose résiste, les variations de cette résistance sont visibles. Nettement, clairement, sans ambiguïté. C'est là que tout change. Imaginez que vous essayez d'entendre un murmure dans une pièce silencieuse et dans une pièce bruyante. Dans la pièce bruyante, le murmure se noie. Dans la pièce silencieuse, il est parfaitement audible. Notre élément, avec sa faible conductivité, c'est la pièce silencieuse. Les phénomènes subtils qui affectent la résistance électrique, comme la présence d'un champ magnétique, y sont audibles là où ils se noient dans le bruit d'un bon conducteur. Un physicien du XIXe siècle qui étudiait comment un champ magnétique modifie la résistance d'un métal a compris ça presque immédiatement. Notre élément réagissait au champ magnétique de façon tellement prononcée que les mesures étaient propres, reproductibles, exploitables. Là où les autres métaux donnaient des résultats trop bruités pour être interprétés avec confiance, notre élément donnait des courbes nettes que tout le monde pouvait lire sans ambiguïté. Il est devenu le matériau de référence pour ses études, et cette réputation a traversé les décennies. Quand un autre physicien a découvert qu'un courant traversant une jonction en présence d'un champ magnétique génère une tension perpendiculaire au courant, c'est encore sur notre élément que les premières mesures quantitatives ont été faites. Parce que l'effet était visible, parce que les chiffres sortaient propres, parce que la faiblesse du métal était précisément ce qui permettait de voir ce que les bons conducteurs cachaient dans leur bruit interne. Ce phénomène est aujourd'hui la base de milliards de capteurs magnétiques. Ils sont dans votre téléphone, dans le moteur de votre voiture, dans les équipements médicaux qui mesurent les champs du corps humain, dans les systèmes de navigation industrielle. Notre élément n'est pas dans ces capteurs modernes. La technologie a évolué, les matériaux ont changé. Mais la compréhension qui a rendu ces capteurs possibles est née d'expériences faites sur notre élément, dans des laboratoires du siècle passé, par des physiciens qui cherchaient à comprendre quelque chose de fondamental sur la nature de l'électricité et du magnétisme. Et quand la physique est entrée dans l'ère quantique, notre élément a encore une fois été là au bon moment. Des chercheurs travaillant à des températures proches du zéro absolu, dans des champs magnétiques intenses, ont observé quelque chose d'étrange sur notre élément. Sa résistance électrique et ses propriétés magnétiques n'évoluaient pas de façon continue quand on modifiait le champ.
elles oscillaient. Elles montaient et descendaient périodiquement, avec une régularité presque musicale, comme si la matière respirait au rythme d'une métronome invisible. Ce comportement n'était pas du tout attendu, et l'expliquer a nécessité de plonger dans la mécanique quantique la plus profonde, dans la façon dont les électrons occupent des niveaux d'énergie discrets à l'intérieur d'un métal soumis à un champ magnétique. Notre élément était le premier métal sur lequel cet effet avait été observé clairement, parce qu'il a très peu d'électrons de conduction et que les effets quantiques y deviennent visibles à des températures et des champs magnétiques accessibles en laboratoire. Ce qu'on a appris en étudiant ces oscillations sur notre élément est devenu une méthode universelle pour cartographier la structure interne des métaux. Une façon de voir les électrons se comporter à l'intérieur de la matière sans pouvoir les toucher directement. Et cette méthode a été utilisée sur des centaines de matériaux différents depuis lors. Notre élément a été la première fenêtre ouverte sur ce monde. Mais cette fenêtre n'était pas la dernière. Derrière elle, il y en avait une autre, bien plus inattendue, qui allait s'ouvrir sur quelque chose que personne n'avait encore imaginé. Ce que je vais vous expliquer maintenant est probablement la chose la plus difficile à visualiser de toute cette histoire. Mais je vais essayer de le rendre aussi clair que possible. Parce que ce qui a été découvert sur notre élément dans ce domaine est peut-être la chose la plus importante de tout ce récit pour l'avenir de la technologie humaine. Commençons par une image simple. Imaginez un bloc de verre. Le verre est un isolant. Le courant électrique ne le traverse pas. Les électrons ne peuvent pas y circuler librement. C'est sa nature fondamentale. Maintenant, imaginez un matériau qui est isolant à l'intérieur, exactement comme le verre, mais dont la surface conduit l'électricité. Pas de façon ordinaire, d'une façon très particulière, régie par des règles quantiques qui n'existent pas dans les conducteurs habituels. Les électrons qui se déplacent sur cette surface ont une propriété quantique appelée le spin, qu'on peut imaginer comme une sorte de rotation interne de la particule. Et dans ce matériau spécial, la direction dans laquelle un électron se déplace est liée de façon rigide à la valeur de son spin. Un électron qui tourne dans un sens ne peut se déplacer que dans une direction. Un électron qui tourne dans l'autre sens ne peut se déplacer que dans la direction opposée. Ce couplage entre le spin et le mouvement crée quelque chose de remarquable. Quand un électron rencontre un défaut, une impureté, un bord de cristal, il ne peut pas simplement faire demi-tour et repartir dans l'autre sens. Parce que pour faire demi-tour, il devrait changer son spin. Et les règles quantiques de ce matériau l'interdisent. Alors l'électron contourne l'obstacle. Il dévie, il lévite, et il continue dans la même direction générale. Ce qui signifie que les électrons de surface dans ce matériau se déplacent sans se disperser, sans perdre leur énergie dans des collisions avec des imperfections. Un conducteur de surface d'une efficacité que rien d'ordinaire ne peut approcher. Ces matériaux ont reçu un nom, les isolants topologiques. Et quand les théoriciens ont prédit leur existence et que les expérimentateurs ont cherché à les trouver dans la réalité, les premiers candidats qui ont rempli toutes les conditions étaient des composés de notre élément. Parce que la propriété physique qui crée cet état, le couplage fort entre le spin des électrons et leur mouvement orbital, est d'autant plus intense que les atomes sont lourds. Et notre élément est parmi les plus lourds des éléments qui ne sont pas radioactifs à des durées humainement significatives. Sa masse atomique crée naturellement les conditions nécessaires. Les expériences qui ont confirmé ces prédictions ont provoqué une onde de choc dans la communauté des physiciens de la matière condensée. Pas parce que c'était surprenant, mais parce que les implications pratiques sont vertigineuses. Dans un isolant topologique, sous certaines conditions expérimentales très précises, il est théoriquement possible de faire apparaître un type de quasi-particule d'une nature absolument singulière. Une entité quantique qui est sa propre antiparticule, qui existe à la surface de la matière comme une excitation collective des électrons, et qui possède une propriété extraordinaire de robustesse face aux perturbations extérieures. Ces quasi-particules ont une stabilité quantique que rien d'autre dans la physique connue ne possède au même degré. Et cette stabilité est précisément ce dont les ingénieurs qui tentent de construire des ordinateurs quantiques ont désespérément besoin depuis des décennies. Parce que le problème fondamental des ordinateurs quantiques actuels, c'est leur fragilité.
Un qubit ordinaire, l'unité de base du calcul quantique, est perturbé par la moindre vibration, la moindre fluctuation thermique, le moindre champ électromagnétique parasite. Il perd son information quantique en quelques fractions de secondes. Et corriger ces erreurs consomme une part énorme des ressources du système. Des isolants topologiques à base de composés de notre élément pourraient changer ça fondamentalement. Les qubits construits sur ces quasi-particules seraient protégés par la topologie même de la matière. Pas par des corrections logicielles, pas par un blindage physique, par la structure mathématique profonde de l'état quantique dans lequel ils existent. Un métal extrait de galeries souterraines depuis 5 siècles, confondu avec le plomb, utilisé en cosmétique et en imprimerie, prescrit empiriquement pendant des générations, déclaré éternel puis révélé radioactif, pourrait devenir la clé des ordinateurs les plus puissants que l'humanité ait jamais construits. Mais ce n'est pas encore la fin de l'histoire, parce qu'il reste une dimension de la vie de notre élément dont on n'a pas encore parlé. Et elle se passe très loin d'ici. Il y a eu des engins militaires conçus pendant la guerre froide qui étaient si rapides sous l'eau qu'aucune torpille de l'époque ne pouvait les rattraper. Et le secret de cette vitesse n'était pas dans la forme de la coque, ni dans la puissance brute du réacteur. Il était dans le choix du liquide qui circulait à l'intérieur de ce réacteur pour transporter la chaleur. Un alliage de deux métaux qui restaient liquides à des températures bien inférieures à celles des autres caloporteurs utilisés à l'époque. Ce qui permettait de faire fonctionner le réacteur dans des conditions de compacité et de puissance impossibles avec de l'eau ordinaire. Et dans cet alliage, il y avait notre élément. Ces sous-marins étaient une obsession pour les services de renseignement militaires occidentaux de l'époque. Leur performance dépassait tout ce que les ingénieurs adverses croyaient technologiquement possible. 41 nœuds en plongée. Pour donner un repère, la plupart des torpilles de l'époque ne dépassaient pas 50 nœuds, et elles étaient beaucoup moins précises à longue distance. Un sous-marin capable d'accélérer à 41 nœuds peut simplement fuir presque tout ce qu'on lui envoie. Ce n'est pas un avantage tactique. C'est une immunité quasi complète. Les ingénieurs qui avaient conçu cette technologie avaient résolu un problème de physique thermique que leurs collègues d'autres pays n'avaient pas su résoudre de cette façon. L'alliage liquide de notre élément et d'un autre métal lourd fond à une température modérée, bien inférieure à ce qu'exigent d'autres caloporteurs métalliques. Il conduit la chaleur de façon très efficace, et il permet au réacteur de fonctionner à des températures et des pressions qui donnent une densité de puissance remarquable dans un volume compact. Tout cela se traduit directement par une vitesse sous-marine record. Mais cet alliage avait une contrainte absolue et implacable. Il ne pouvait jamais se solidifier. Tant que le réacteur fonctionnait, tant que la chaleur circulait, l'alliage restait liquide et tout allait bien. Mais si pour une raison quelconque l'énergie s'interrompait, si le réacteur s'arrêtait, si la chaleur cessait de circuler dans les tuyaux, l'alliage commençait à refroidir. Et en dessous d'une certaine température, il se figeait, irréversiblement, dans les conditions d'un sous-marin en mer. Plusieurs de ces engins ont été immobilisés pour cette raison exacte. Non pas coulés, non pas endommagés par une action extérieure. Simplement bloqués par leur propre caloporteur devenu solide au mauvais moment. Le problème n'a jamais été complètement résolu. La technologie était brillante sur le papier et fragile dans la réalité opérationnelle. Et quand la période de tension internationale s'est apaisée, ces engins ont été mis hors service, rangés, démantelés, oubliés du grand public. Mais les ingénieurs qui avaient travaillé sur cette technologie n'avaient pas oublié ce qu'ils avaient appris. Et les données accumulées sur le comportement de cet alliage dans un réacteur nucléaire, ses avantages thermiques, ses contraintes opérationnelles, ses modes de défaillance, tout cela est resté accessible. Des décennies plus tard, quand des ingénieurs civils ont commencé à chercher des concepts pour une nouvelle génération de réacteurs nucléaires plus sûrs, plus compacts et plus efficaces, ils ont retrouvé ces données. Et ils ont réalisé que ce que l'industrie militaire avait utilisé pour propulser des sous-marins ultra rapides pouvait être repensé pour produire de l'électricité de façon plus propre et plus contrôlée que les réacteurs classiques à eau. Les réacteurs à caloporteurs contenant notre élément présentent des avantages de sécurité significatifs. Si le système perd son alimentation électrique, l'alliage se solidifie et bloque physiquement la circulation du caloporteur, ce qui arrête la réaction de façon naturelle, sans intervention humaine.
Le défaut opérationnel des sous-marins militaires devient un mécanisme de sécurité passif dans un contexte civil. La même propriété physique qui avait immobilisé ces engins en mer devient précisément ce qui rend ces réacteurs civils plus sûrs. Et des programmes de développement actifs travaillent aujourd'hui sur ces concepts dans plusieurs pays. Notre élément, forgé dans la collision d'étoiles mortes, extrait de galeries médiévales, confondu pendant des siècles, utilisé en cosmétique et en imprimerie, prescrit comme remède sans qu'on comprenne pourquoi, déclaré éternel puis révélé radioactif, outil fondamental de la physique quantique, gardien silencieux de nos plafonds et propulseur secret de sous-marins militaires, se retrouve maintenant au cœur des réflexions sur l'énergie du futur. Mais même ça n'est pas le bout du chemin. Il y a une dernière chose à dire sur cet élément. Et c'est peut-être la plus vertigineuse de toutes. Revenons à ce que les parties précédentes ont établi. Notre élément est plus vieux que la Terre. Il existait avant que notre Soleil ne s'allume, avant que les premières roches de notre planète ne se solidifient, avant que la moindre molécule organique ne commence à s'assembler dans les océans primitifs. Chaque atome de notre élément présent sur Terre aujourd'hui est un voyageur qui a traversé des milliards d'années et des distances inimaginables avant d'arriver ici. Il a traversé l'extinction des dinosaures sans en être affecté. Il a traversé les glaciations, les bouleversements tectoniques, les impacts d'astéroïdes. Il a traversé tout le chemin, depuis les premières bactéries jusqu'aux humains qui le mettent dans des tablettes, dans des réacteurs, dans des laboratoires de physique quantique. Et il continuera après nous. Quand notre Soleil entrera dans sa phase finale et gonflera pour engloutir les planètes les plus proches, la quasi-totalité des atomes de notre élément sera encore intacte. Ils se retrouveront dispersés dans l'espace interstellaire, mélangés à d'autres débris stellaires, attendant d'être incorporés dans la prochaine génération de systèmes planétaires. Peut-être que certains de ces atomes finiront dans des roches orbitant une autre étoile. Peut-être que des êtres que nous ne pouvons pas imaginer les trouveront, les extrairont, les utiliseront à des fins que nous ne pouvons pas concevoir. Et peut-être que ces êtres se poseront exactement les mêmes questions que nous. Pourquoi ce métal se comporte-t-il de façon si étrange? Pourquoi se dilate-t-il en se solidifiant? Pourquoi conduit-il si mal l'électricité? Pourquoi était-il considéré comme stable alors qu'il ne l'est pas vraiment? Cet atome aura traversé 2 civilisations, 2 mondes, 2 histoires entières de la conscience qui cherchent à comprendre la matière. Et il sera toujours le même atome, exactement le même. La même masse, les mêmes propriétés, le même comportement, imperturbable. Ce que cette histoire m'a appris, et je crois que c'est le cœur de tout ce qu'on a traversé ensemble depuis le début, c'est que la valeur d'une chose n'a rien à voir avec la façon dont elle se présente. Notre élément n'est pas spectaculaire à l'œil nu. Il n'est pas rare. Il n'est pas cher. Il ne brille pas comme l'or. Il ne rayonne pas comme le radium. Il ne fascine pas les foules comme l'uranium. Il est là, discret, dans la roche, dans la pilule, dans le plafond, dans le laboratoire. Et pourtant, chaque fois que quelqu'un a pris la peine de regarder vraiment, de mesurer précisément, de poser la question qu'on ne pensait pas utile de poser, il a révélé quelque chose d'essentiel. Sur la façon dont les étoiles meurent, sur la façon dont les maladies fonctionnent, sur la façon dont la matière se comporte à des températures impossibles, sur la façon dont les certitudes scientifiques ont une durée de vie. L'ignorance n'est pas une honte. La certitude prématurée, elle, est un vrai danger. Parce que la certitude ferme les yeux. Et les yeux fermés, on passe à côté de 19 quintillions d'années de radioactivité cachée dans ce qu'on croyait être le symbole même de la stabilité. Alors voici la question que je vous laisse, et j'aimerais vraiment que vous y répondiez dans les commentaires. Dans votre propre vie, dans votre domaine, dans ce que vous croyez savoir avec certitude, qu'est-ce qui ressemble à notre élément? Qu'est-ce qui est là depuis toujours, que tout le monde ignore ou mal comprend, et qui attend simplement que quelqu'un pose la bonne question pour révéler quelque chose d'essentiel? Parce que notre élément existait bien avant qu'on le nomme. La vérité sur lui existait bien avant qu'on la trouve. Elle attendait juste que quelqu'un se donne la peine de vraiment regarder. Si cette histoire vous a appris quelque chose, ou vous a simplement donné envie d'aller vérifier ce que vous croyez savoir, laissez un like et abonnez-vous. Il reste encore beaucoup d'éléments dans ce tableau,
Et chacun d'eux cache une histoire que personne ne vous a jamais racontée de cette façon.